Bonjour à tous, bienvenue pour ce premier rendez-vous de l'actu de la 56e promotion. Pierre-Henri et moi avons le plaisir de vous présenter la thématique suivante. Donc, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 va-t-elle permettre de crédibiliser un retour proche et durable de l'équilibre des comptes sociaux de la France? Donc, c'est l'objectif affiché par le gouvernement. Pour autant, le Sénat, lors de la présentation du projet de loi de financement, donc mi-novembre 2016, a rejeté les tableaux d'équilibre et l'ONDAM pour 2016 et 2017 au motif que le déficit du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse sont attendus pour 2017 à 4,2 milliards d'euros. Par ailleurs, les sénateurs estiment que la diminution du déficit de 3 milliards est surtout la conséquence d'une accumulation d'opérations comptables qui visent à gonfler les recettes et minorer les dépenses. Enfin, la Chambre haute estime que les hypothèses au-delà de 2017 sont basées sur des hypothèses macroéconomiques assez théoriques. Alors qu'en est-il ? Donc, dans un premier temps, nous avons observé que l'amélioration des comptes sociaux a été amorcée depuis plusieurs années. Et cette loi de financement pour 2017 affiche une volonté de maîtrise des dépenses qui n'empêche pas une volonté également de favoriser l'accès aux droits, mais ces bonnes intentions pourraient être mises à mal en tout cas, par la situation économique. Alors, il nous a semblé intéressant de rappeler le périmètre de la loi de financement. Donc, nous sommes sur les régimes obligatoires de base de sécurité sociale et le Fonds de solidarité vieillesse, qui est le fonds qui finance pour le compte du régime général, du RSI et du régime salarié agricole les avantages non contributifs retraite. Donc ce fonds est très sensible à la conjoncture du marché du travail et il est abondé par une fraction de la CSG, une fraction de la contribution sociale sur la solidarité des sociétés, et également par un pourcentage du produit du prélèvement social sur les produits de placement. Donc, les comptes sociaux sont particulièrement dépendants de la situation économique puisque la protection sociale est financée sur une base qui s'appuie essentiellement sur les revenus du travail. Par ailleurs, la situation économique influe sur la dynamique des dépenses. Et à ce titre, il nous a paru intéressant d'aborder le contexte économique. Donc, au titre de 2016, on a pu constater une croissance assez dynamique au premier trimestre, donc plus 0,6%, qui a été portée par la consommation des ménages qui a progressé de 1,1% et une reprise de l'investissement des entreprises qui a progressé de 1,9%. Il y a eu un coup d'arrêt au deuxième trimestre puisque la consommation a stagné, il y a eu un léger recul de l'investissement. Et au troisième trimestre, donc les chiffres publiés par l'INSEE font état d'une croissance atone. Très récemment, l'INSEE a publié les chiffres pour le quatrième trimestre, donc, qui affichent une croissance de plus 0,4%. Donc la croissance pour 2016 se monte à 1,1%, donc en dessous de 2015 où c'était 1,2% et en dessous des prévisions du gouvernement qui étaient plutôt de l'ordre de 1,4%. Les prévisions du gouvernement pour 2017 en termes de croissance s'élèvent à 1,5%, ce qui est particulièrement optimiste compte tenu de la situation qu'on a pu observer l'année dernière, et également en regard des prévisions de l'OCDE qui tablent plutôt sur 1,3%, les économistes tablant eux plutôt sur 1,2%. Donc, parallèlement au moment de la crise financière et économique, l'emploi salarié s'est contracté et fin 2015, il affichait un déficit de 419 000 postes sur l'emploi salarié non agricole par rapport au point de fin 2007. En 2015, on a néanmoins observé de nouvelles créations d'emplois, donc de l'ordre de 100 000. Et pour le troisième trimestre 2016, l'INSEE, début décembre, affichait des créations de postes de l'ordre de 128 000 postes, dont 30 000 pour le secteur de l'intérim. Si nous sommes revenus sur le contexte économique, c'est qu'il pèse lourdement sur la situation des comptes sociaux, qui ont connu une dégradation sans précédent depuis quelques années. En effet, le déficit des régimes de base de sécurité sociale et du FSV a atteint en 2010 un niveau historique de 29,6 milliards d'euros, en raison de la chute des recettes, comme l'a dit Géraldine, et de l'augmentation en parallèle des dépenses. La situation du financement des administrations de sécurité sociale s'est depuis améliorée de façon progressive. Ainsi, leur besoin de financement a été ramené à 0,2 points de PIB en 2015, soit 4,8 milliards d'euros. Pour autant, des besoins de financement subsistent, comme on peut le voir sur ce tableau. Ainsi, ça recouvre des situations diverses. D'abord, un besoin de financement du régime général de sécurité sociale qui reste important. Ensuite, le FSV, que nous avons ici,
Et enfin, les organismes dépendant des administrations de sécurité sociale, essentiellement les hôpitaux. Cependant, le rétablissement des comptes s'est fait dans un contexte de faible progression des recettes. Il est donc largement imputable aux mesures prises de 2011 à 2016 pour accroître les ressources et freiner les dépenses que nous allons voir à présent. Donc, il y a 4 items. D'abord, des mesures à destination des entreprises, avec le crédit d'impôt compétitivité emploi en 2012, qui permet l'amélioration des taux de marge et donc favorable aux embauches. Le pacte de responsabilité en 2014, qui englobe le CICE et qui permet l'allègement de charges contre la création d'emplois. Enfin, la suppression annoncée de la C3S, la contribution sociale de solidarité sur les sociétés. À la fin de 2016, les mesures de la C3S et du pacte ont représenté un effort d'environ 11 milliards d'euros à destination des entreprises. Deuxième item, l'impact des réformes des retraites, donc en 2014 et 2015, pardon, 2010 et 2014, excusez-moi. Elles ont eu 2 effets majeurs. D'abord, réduire la durée de la retraite de 2 ans en moyenne. Ensuite, diminuer la pension cumulée sur le cycle de vie. Dans le champ des allocations familiales maintenant, les mesures qui ont été engagées en 2014 et 2015 visent à moduler les allocations familiales en fonction des ressources et à recentrer les dispositifs vers les familles les plus modestes, ce qui contribue à des économies de dépenses. Enfin, soulignons l'impact des mesures de simplification et de régulation. Ces mesures ont été amorcées par la réforme générale des politiques publiques en 2008 et poursuivies par la MAP en 2012. 3 items ici, la réorganisation des réseaux. Pour ceux qui ont été en URSSAF de la semaine dernière, on a pu le constater avec, je pense notamment à la régionalisation. Ça touche aussi la départementalisation dans la branche maladie. La dématérialisation avec la DSN. Et enfin la PUMA, donc instaurée par la loi de financement 2016, qui permet la simplification de l'affiliation et des mutations interrégimes et la simplification de la présentation des comptes. Pour être un peu plus clair, les cotisations, la CSG et les recettes fiscales des autres régimes dédiés au financement de ces dépenses sont intégrés dans un compte unique de la protection universelle maladie. Enfin, l'assurance maladie est régulée depuis le début des années 2000 via plusieurs évolutions, les déremboursements, les participations forfaitaires, notamment sur les médicaments, ou encore le parcours de soins. Et il y a également la T2A, instaurée en 2007. Venons-en à la loi de financement elle-même maintenant. Est-ce qu'elle permettra de stabiliser durablement les comptes sociaux? D'abord, elle contient des mesures qui visent à accroître les ressources. Ainsi, l'article 34 de cette loi de financement organise un ensemble de réallocalisation des dépenses et des recettes entre d'une part l'État et la sphère sociale et d'autre part interne au régime. Il y a également une réadéquation des taxes comportementales. On voit l'exemple des 5,7% sur les consommations en tabac à rouler, c'est-à-dire qu'elles sont réorientées prioritairement vers les risques qu'elles couvrent. Enfin, il y a également des ajustements d'ampleur limitée avec 2 mesures, notamment applicables au 1er janvier 2017. D'abord, une hausse des cotisations déplafonnées de l'assurance vieillesse. Ensuite, une hausse de 0,05 points de la cotisation maladie à la charge des employeurs en contrepartie d'une baisse de même ampleur de la cotisation d'accident du travail et de maladie professionnelle. Elle contient des mesures de clarification, d'optimisation et de contrôle. D'abord, clarifier, avec la création d'un régime unique de retraite de base, et l'objectif étant de constituer un régime unique ouvert à l'ensemble des travailleurs indépendants. Elle contient également la disparition de l'ISU, l'interlocuteur social unique, au 1er janvier, qui est remplacé par un directeur national chargé du recouvrement des cotisations, nommé par les directeurs du RSI et de la COS. Certains ont pu en rencontrer lors de leur stage. Enfin, elle contient des mesures d'optimisation, puisque les économies vont essentiellement dérouler de la rationalisation des coûts. Notamment à l'URSSAF, j'y reviens, sur le transfert du recouvrement des cotisations maladie et maternité des professions libérales. Enfin, elle permet de mieux contrôler avec la lutte contre les fraudes et l'efficacité des contrôles en interne. Donc, la loi de financement ne saurait contenir seulement des mesures de maîtrise des dépenses. Donc, il y a tout un panel de mesures qui visent à renforcer l'accès aux droits. On peut citer à ce titre, donc pour les salariés qui passent du régime général au régime agricole au gré de contrats courts, de bénéficier en fait d'une protection maladie continue.
On peut citer également la volonté de développer l'information via le portail national des droits sociaux qui est prévu pour début 2017. Donc ce sera le point d'entrée central des assurés vers les droits sociaux et ce sera très certainement un levier de modernisation des démarches de la sphère sociale. Par ailleurs, le fonds d'intervention régional qui centralise en une enveloppe unique les fonds notamment à destination de la prévention va voir ses moyens renforcés et le législateur entend également donner les moyens nécessaires pour mettre en œuvre les droits des assurés sociaux en créant un fonds national de la démocratie en santé qui bénéficiera d'une fraction des droits de la consommation sur les tabacs et la loi fixe un montant de 13 millions d'euros. Donc l'effet des mesures prises pourrait être contrecarré en fait par les dispositions antérieures, notamment en 2015 et en 2016, qui se traduisent par des pertes de recettes et un accroissement des dépenses. Donc on peut citer à ce titre l'extension de la réduction du taux de cotisation famille pour les salaires de 1,6 SMIC jusqu'à 3,5 SMIC qui n'a été mise en place qu'au 1er avril 2016, donc produira ses effets en 2017, ce qui va engendrer une perte de recettes de 1,1 milliard d'euros. Par ailleurs, la création d'un prélèvement à la source sur les cotisations recouvrées par la Caisse des congés payés, qui n'était donc pas une mesure pérenne, va engendrer une perte de recettes également à hauteur de 0,5 milliard d'euros qu'il faudra compenser. Enfin, je vais citer le transfert du financement du fonctionnement des ESAT vers l'assurance maladie, qui va représenter un coût supplémentaire de 1,5 milliard d'euros. Sur le champ des dépenses, jusque-là, l'inflation faible a été plutôt favorable aux finances publiques, aux finances sociales, puisque les pensions retraites notamment sont indexées sur les prix. Mais cette situation pourrait se renverser si l'inflation repartait, ce qui est probable. Donc les modalités d'indexation des pensions retraites sont un sujet qu'il faudra revoir si on veut se donner les moyens d'atteindre un équilibre durable. Par ailleurs, donc l'allongement de la durée de vie, le vieillissement de la population et le coût du progrès technique vont engendrer des dépenses supplémentaires pour la sphère maladie et également la sphère dépendance. En restant un petit peu dans la sphère maladie et la sphère dépendance, continue à peser lourdement le budget des hôpitaux, le coût des hôpitaux. La dégradation de la situation financière des hôpitaux trouve son origine dans deux plans de soutien à l'investissement hospitalier, le plan Hôpital 2007, Hôpital 2012. Pourquoi ? Parce qu'ils ont encouragé le recours à l'emprunt par rapport aux aides en capital. Ainsi, la Cour des comptes, dès 2014, indiquait que la dette des hôpitaux publics a triplé en 10 ans pour atteindre près de 30 milliards. Enfin, je reviens rapidement sur le FSV dont on a déjà parlé, qui continue à peser. Outre ces éléments, on peut craindre de sombres perspectives, notamment économiques, dues à un ralentissement de la croissance, peut-être dû aux incertitudes liées au Brexit. Selon l'OCDE, sur laquelle se base l'UNEDIC, la croissance ne serait que de 1,2% en 2017. Elle s'élèverait ensuite à 1,5% en 2018 et 1,4% en 2019. En conséquence, le taux de chômage va augmenter puisqu'il est à 9,4% en fin d'année. Il remontera à 9,5% l'an prochain. Il devrait atteindre 9,6% de la population active en 2019. Il faut également souligner un alourdissement de la charge de l'État, puisque la pression, on le sait, sur l'État est forte pour qu'il maîtrise et contrôle mieux la dette publique. Or, la sécurité sociale bénéficie de subventions importantes de l'État. Par exemple, sur le financement des régimes spéciaux à hauteur de 7 milliards. Enfin, pour ce qui est des retraites, il faut souligner que les retraites des fonctionnaires ne sont financièrement équilibrées que grâce à des taux de cotisation employeurs, donc payés par l'État, qui sont bien plus élevés. Hop, on voit les chiffres. Ainsi, par rapport à un employeur ordinaire, le supplément de cotisation patronale versé par l'État dépasse 15 milliards d'euros. En conclusion, on peut d'abord souligner une nette amélioration des comptes sociaux, mais un retour proche à l'équilibre est envisageable pour le régime général. En revanche, pour le fonds de solidarité vieillesse, cela semble un peu plus compliqué. Enfin, certains éléments continuent à poser question. On a parlé de l'ONDAM, qui est très peu coercitif, et du pilotage du système de santé, qui est loin d'être optimal. Merci pour votre attention.